Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison des Héros Anonymes. Au moment de la première diffusion de cet épisode des Héros Anonymes, nous sommes en mars qui est le mois de la nutrition. Ces derniers mois, nous avons eu l'occasion de rencontrer des représentants d'organismes communautaires qui font des miracles pour nourrir des centaines de personnes de leur quartier, un nombre malheureusement grandissant. Vous avez peut-être même vu aux nouvelles ces derniers temps que des policiers ont dû intervenir auprès d'organismes communautaires qui distribuent des denrées alimentaires tellement il y avait de gens en file pour y avoir accès. C'est encore une malheureuse preuve que la demande alimentaire grandit. Pour d'autres personnes, ce n'est pas tant l'accès à la nourriture qui est l'enjeu, mais la relation à la nourriture. On connaît tous une personne ou encore un personnage de télévision qui fait face à des troubles alimentaires comme l'anorexie ou la boulimie. Ces dernières années, toutefois, de nouveaux comportements alimentaires apparaissent, tels que la bigorexie, qui touche plus particulièrement les sportifs jamais assez musclés à leur goût, ou encore l'orthorexie, soit l'obsession de manger sainement. Comme quoi, même si on a accès à la nourriture, ça ne veut pas dire que la vie est aisément facile pour tout le monde pour autant. Nous recevrons Marie-Lie Doré de la maison L'Éclaircie afin de faire la lumière sur ces nouveaux comportements alimentaires, notamment liés à des enjeux de santé mentale. Nous discuterons également de prévention en matière d'obsession liée au poids et à l'image corporelle avec Julie Witty-Chagnon d'Arimage. Cet organisme a conçu de nombreux guides de référence ludiques parce que c'est important de trouver les bons mots pour parler de ces situations. Des guides donc sur l'image corporelle, dont des documents sur la grossophobie, la diversité corporelle, la relation saine au sport et encore de nombreux autres sujets. Ils ont également des activités offertes en ligne et en présentiel, dont l'art-thérapie, l'écriture, l'alimentation intuitive ou encore la photographie exploratoire, parce qu'après tout, c'est souvent relié à l'image qu'on a de soi et à l'image qu'on a des autres. Alors voilà notre programme pour aujourd'hui aux Héros Anonymes. Après ces quelques notes musicales, nous recevons Marie-Lie Doré de la maison L'Éclaircie. Selon l'Association canadienne de pédiatrie, une adolescente sur 2 aurait fait déjà un régime, ainsi qu'un adolescent sur 4. Ce sont des chiffres, je ne sais pas s'ils me surprennent ou pas, mais ce qu'on comprend de notre époque, c'est que la relation à la nourriture n'est pas évidente. Elle semble encore moins évidente parce que tous les enjeux au niveau de l'image. Donc, c'est dans le cadre de cette émission, nous allons explorer tout ce lien à travers la nourriture. Et la Maison L'Éclaircie est un organisme qui vient vraiment en aide à toutes ces personnes qui ont vraiment des problématiques reliées à la nourriture. Et nous en discutons avec l'intervenante Marie-Lie Doré. Bonjour Marie-Lie. Bonjour Chantal. Ça me semble quand même, ces chiffres-là de l'Association canadienne de pédiatrie, quand même assez élevés. Est-ce que ça a changé depuis ces dernières années? Je vous dirais que c'est la statistique qui est là depuis plusieurs années, là, quand on parle du 50% en lien avec soit coupé dans ses apports alimentaires, faire des régimes. On voit beaucoup plus de personnes qui viennent chercher de l'aide. Ça a été en augmentant, puis c'est sûr qu'on va toujours ramener encore une fois là, la fameuse pandémie, mais ça a vraiment eu un impact là, important sur, oui, les adolescents, mais même les personnes d'âge adulte là,
avec la relation avec la nourriture. Mais je vous dirais qu'à l'antenne des Héros Anonymes, à peu près tous les intervenants avec qui nous avons discuté font un lien entre l'utilisation de leurs services et la pandémie. Alors, dans le cas des troubles alimentaires, de quelle manière la pandémie a affecté la relation à la nourriture? Mm-hmm. À la base, quand quelqu'un vit un trouble alimentaire, pour la majorité, ils vont finir par vivre de l'isolement. Hein? Donc, on évite les événements sociaux parce qu'on est anxieux en lien avec la nourriture, en lien avec qu'est-ce qu'on va manger, avec qui on va être. Souvent aussi, on met beaucoup de temps dans notre trouble alimentaire, que ce soit dans le surentraînement, dans la place que ça prend dans notre tête. On est moins en mesure d'avoir des relations complètes avec d'autres personnes. Et la pandémie est venue encore plus isoler les personnes et réduire leur train de vie. Hein? Fait que des fois, on se plonge dans le travail, on se plonge dans l'école, on a une horaire chargée, on va, par exemple, au gym, là, les gyms étaient fermés. Mm-hmm. Donc, les personnes qui avaient trouvé des moyens pour gérer leurs émotions, gérer le stress, étaient pris à la maison et souvent ont augmenté aussi l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, on augmente notre obsession par rapport à notre corps, par rapport au poids. Et en même temps, on est un peu ennuyé à la maison. Donc, soit qu'on mange plus, soit qu'on s'empêche de manger parce qu'on a des objectifs de perte de poids, ou on est pris entre les deux, puis tout ça est débalancé, on perd le contrôle un peu. Donc, ça peut rapidement glisser vers une obsession qui ressemble à un trouble alimentaire. Puis à quel moment ça devient une obsession? Parce que, on le sait, on doit tous manger, puis tout le monde est vraiment en quête de nourriture, mais à quel moment ça bascule dans de la satisfaction à l'obsession? Mm-hmm. Quand on parle d'obsession au niveau de l'image corporelle ou même au niveau de l'alimentation, tout le monde là, est sur ce continuum-là. Fait qu'on est tous à quelque part entre peu ou pas de préoccupation, une préoccupation importante, une préoccupation accrue et finalement une obsession. Donc oui, tous et chacun, là, on peut se retrouver sur ce continuum-là. Surtout dans la société dans laquelle on vit, c'est même normalisé d'avoir une certaine préoccupation pour son apparence physique, pour son alimentation également. Quand on parle d'obsession, c'est vraiment quand ça prend toute la place. Quand la personne va au détriment peut-être de sa santé, au détriment de son fonctionnement social, au détriment de justement son travail, l'école, sa famille, ses amis, sa relation de couple, par exemple, sa santé même. Quand l'obsession prend le dessus sur ces aspects-là, on peut voir que c'est vraiment une obsession qui, malheureusement, prend plus de place que tout le reste dans notre tête. Vient avec des pensées, hein, c'est tout le discours intérieur des personnes et va guider la personne finalement dans ses choix alimentaires et dans ses choix par rapport à son corps aussi. Justement, dans le matériel que vous rendez disponible sur votre site Internet, il y a un PDF fort intéressant qui démontre là, un thermomètre et ça illustre un petit peu là, cette progression-là entre l'absence de problématique et qui va jusqu'à un diagnostic. Est-ce qu'il y a une durée dans tout ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui rapidement vont atteindre un niveau très problématique ou d'autres, ça a une durée dans le temps? Est-ce que c'est quelque chose d'insidieux? Est-ce que c'est une progression? Là? De quelle manière ça progresse? Je vous dirais que le mot insidieux est vraiment bien choisi. C'est que les troubles alimentaires, on ne choisit pas d'avoir un trouble alimentaire. Hein, fait qu'on a en premier aussi tout le temps, ça part d'une bonne intention au départ, évidemment. Et oui, je vous dirais que dans les années précédentes, on voyait plus des troubles alimentaires qui s'installaient plus tranquillement. Avec la pandémie ou avec l'ère dans laquelle on est actuellement, c'est réseaux sociaux, la raison précise. Mais oui, surtout quand on parle des adolescents, on va voir un trouble alimentaire qui va se développer assez rapidement. Là. Fait je vous dirais même que dans nos services, qu'on remarque, et les intervenants qui sont là depuis plusieurs années remarquent que les comportements avec lesquels on va travailler aujourd'hui sont plus ancrés dans le trouble alimentaire rapidement. Là. Fait que quelqu'un qui est dans le trouble alimentaire depuis 1 an, par exemple, va vraiment avoir des comportements plus cristallisés. Et dans le PDF auquel je référais, on explique un petit peu les principaux troubles de comportement alimentaire.
bon, anorexie, boulimie, on est peut-être un petit peu plus au courant de ces problématiques-là, mais là, il se développe toutes sortes d'autres troubles de comportement. J'aimerais vous entendre sur ces autres troubles. Mhm. Oui, ben effectivement, quand on parle d'anorexie, boulimie, on est un peu au courant de l'obsession de la perte de poids et justement de couper, de se restreindre au niveau des aliments et ou avoir des excès alimentaires. On entend beaucoup parler maintenant d'accès hyperphagique, de bigorexie, d'orthorexie. Si je commence par la bigorexie, parce que c'est aussi un trouble alimentaire ou des comportements associés avec lesquels nous, on peut travailler ici à la maison L'Éclaircie, c'est vraiment bigorexie, on l'appelle aussi dysmorphie musculaire ou anorexie inversée. Donc, vraiment le désir obsessionnel là, d'atteindre un corps plus musclé, plus défini par l'entraînement physique intense et quotidien. Il va aussi avoir une rigidité dans les entraînements de la personne, mais aussi dans son alimentation pour arriver à atteindre ce corps-là musclé et défini. Et comme dans l'anorexie ou la boulimie, va amener la personne à des difficultés relationnelles, des risques pour sa santé physique et peut aussi amener l'abus de substances anabolisantes ou de stéroïdes. Donc, mais vous dites anorexie inversée. Dans quel sens? Dans le sens, dans l'anorexie, on n'aime pas voir des muscles? Non, c'est plus que souvent, on entend la prise de masse. Hein, c'est qu'on veut prendre de la masse. Donc, les muscles pèsent davantage aussi, hein? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est vraiment de prendre du poids pour avoir plus de muscles, alors qu'en anorexie, pour plusieurs personnes, là, de voir le chiffre descendre sur la balance, ça va être ça plus l'obsession. Marie-Lie, on prend une courte pause de quelques notes musicales. On revient, on va continuer un peu à explorer ces différents nouveaux troubles de comportement alimentaire. Parfait. De retour avec Marie-Lie Doré de l'organisme Maison Éclaircie. Nous discutons des différents troubles de comportement alimentaire et dans l'un des documents intéressants qu'on retrouve sur leur site Internet, il y a un PDF qui présente ces nouveaux troubles de comportement alimentaire. Bon, vous avez cité, Marie-Lie, l'accès hyperphagique. Il s'agit de quoi? Oui, en fait, quand on parle d'accès hyperphagique, c'est aussi un trouble alimentaire dans lequel la personne va avoir une grande insatisfaction au niveau de son image corporelle et aussi un désir de perte de poids. La personne va être plus en souffrance en lien avec son image corporelle. Donc, tantôt, on parlait d'obsession. Des fois, c'est plus de la souffrance et on va éviter peut-être les comportements les méthodes de vérification du poids, par exemple. Et l'alimentation va être soit suffisante, donc quelqu'un va avoir des repas réguliers, peut être aussi insuffisante par les pratiques de régime ou s'interdire certains aliments, par exemple. Et la personne va avoir des pertes de contrôle avec l'alimentation, un peu comme dans la boulimie, donc des excès alimentaires. Mais la quantité va être plus importante que le type des aliments qui vont être ingérés. La personne va ressentir un besoin de s'apaiser là, avec la nourriture et n'aura pas de comportement compensatoire. Donc, qu'est-ce que c'est un comportement compensatoire? Un comportement compensatoire, ça va être vraiment, par exemple, dans la boulimie, la personne va avoir l'obsession, comme en anorexie de la minceur, va couper dans ses quantités d'aliments, etc. Et quand arrive l'excès alimentaire, donc de manger vraiment au-dessus de nos besoins dans une courte période de temps, va venir avec une énorme anxiété. Hein. Fait que la phobie de la personne en boulimie, c'est vraiment de prendre du poids. Donc, va s'adonner à des comportements qui vont venir diminuer l'anxiété en lien avec ce qu'on vient d'ingérer. Fait que ceux qu'on connaît le plus, là, évidemment, les vomissements provoqués, les laxatifs, ces choses-là, mais il en existe plusieurs autres qui peuvent être même valorisés des fois dans notre société. Là, quand je pense à la pratique de sport excessive ou ces choses-là qui peuvent mieux passer là, auprès des gens autour de nous. Puis là, on sait qu'on n'est pas dans la santé, puis la personne en est consciente qu'elle peut parfois menacer sa santé. On le voit dans certains séries, téléromans, que la personne atteint une maigreur, on lui dit que sa santé est affectée.
Et là, à l'autre bout du spectre, ce que j'entends, c'est que là, l'orthorexie, là, la personne, là, elle veut tellement manger sainement que ça devient aussi une obsession. Oui, effectivement, quand on parle d'orthorexie, ce ne sera pas la qualité des aliments qui va être à la source de stress de la personne. Ça va être la qualité, en fait, plutôt que la quantité, là. Donc, la personne veut être... il y a une notion de pureté, de contamination qui peut être présente dans les pensées de la personne, de vouloir être plus pur, se sentir pur. Mais quand on parle d'orthorexie pure, il n'y aura pas de notion de poids. Cependant, les troubles alimentaires, là, on les divise dans des boîtes en ce moment, mais pour la majorité des personnes, ils vont avoir des comportements reliés à différents troubles alimentaires. Donc, on va voir souvent quelqu'un en anorexie qui va aussi avoir des comportements qui vont être associés à l'orthorexie, justement, par exemple, éliminer complètement les produits transformés de son alimentation ou avoir une grande anxiété si jamais je dois consommer un produit transformé, etc. Et vous avez misé pour les aider là, sur une approche que vous dites biopsychosociale. Comment ça intervient, ces trois sphères-là ensemble? Oui, biopsychosocial, parce que quand on parle de troubles alimentaires, bien évidemment, là, on voit l'impact sur la santé physique de la personne. Par contre, le trouble alimentaire est un trouble de santé mentale à la base, donc important d'aller travailler plus au niveau psychologique de la personne quand on parle de la gestion des émotions, quand on parle de tout ce qui est distorsion cognitive, donc notre discours intérieur, les croyances qu'on a, de travailler les relations avec les autres, le plaisir de manger et tout ce qui est social, effectivement, quand on parle de le côté social en lien avec l'alimentation, tout ce qui est relations interpersonnelles qu'on a déjà abordées. Donc, on va aller travailler avec les trois. À la Maison L'Éclaircie, on est composé de nutritionnistes, intervenants psychosociales. Donc, c'est aussi avec le mélange de ces deux suivis-là et aussi le mélange des suivis de groupe là, qu'on va aller essayer de travailler autant le côté biologique, psychologique et social là, chez la personne. Donc, concrètement, là, une personne réalise ou disons peut-être que des proches lui en ont parlé et là, elle prend conscience vraiment qu'il y a un enjeu, qu'il y a un souci. Elle veut agir là-dessus. Comment se passe l'entrée à vos services? Comment on entend parler de la Maison L'Éclaircie? Nous, on est situé dans la région de la Capitale-Nationale, donc la région de Québec, et on offre aussi des services en Chaudière-Appalaches. Donc, c'est sûr que c'est principalement les personnes qui habitent sur ce territoire-là qui vont entrer en contact avec nous. La porte d'entrée, c'est soit par notre écoute téléphonique, soit par le clavardage via le site Internet, encore une fois. Et à ce moment-là, la personne peut faire une demande d'aide. C'est que c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Là, dans quelques minutes, on pose quelques questions. Le but, c'est vraiment de voir est-ce qu'on répond, est-ce que c'est possible que la personne ait des comportements associés à anorexie, boulimie ou bigorexie, par exemple. Et à ce moment-là, on va céduler une première rencontre là, avec une intervenante, qui est une rencontre de 90 minutes, vraiment une rencontre d'évaluation, voir c'est quoi les besoins de la personne, c'est quoi les comportements et est-ce que notre approche, nos services vont répondre suffisamment là, aux besoins de cette personne-là. Est-ce que souvent la prise de conscience vient d'un proche, un ami, une amie, les parents? Je vous dirais que c'est quand même assez varié. On a autant d'histoires que de personnes qui vivent des troubles alimentaires. Oui, à l'adolescence, on voit souvent, nous, on est une ressource qui est volontaire, donc les personnes sont volontaires quand elles viennent dans nos services. Par contre, on va rencontrer des gens qui viennent de façon semi-volontaire, si je peux dire ça comme ça, parce qu'ils viennent pour quelqu'un d'autre. Fait que ce soit pour nos enfants, notre conjoint, nos parents. Donc oui, des fois, le déclic se fait au début par notre entourage. Donc, on va appeler ça plus une motivation extrinsèque à la personne. Et ce qu'on essaie de travailler ici, évidemment, c'est que la personne trouve des motivations plus internes à elle-même, de vouloir changer certains comportements. C'est vraiment ce qu'on va travailler, surtout dans les 4 premières semaines de groupe, qui est aussi le service d'entrée. Là, après la rencontre d'évaluation, les personnes vont avoir des services de groupe. Dans les soirées, on va travailler ça, la motivation plus personnelle à chacune ou chacun. Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, si on est un parent ou un ami, nous mettre la puce à l'oreille, là, qu'il y a peut-être un souci, un enjeu?
D'abord, c'est sûr que peu importe le trouble alimentaire, on va toujours voir peut-être un discours beaucoup axé sur soit les standards de beauté, soit une personne qui va avoir tendance à beaucoup se dénigrer devant les autres, autant physiquement que quand on parle d'estime de soi, par exemple. Il va aussi avoir l'aspect, est-ce que la personne essaie souvent d'esquiver les repas en présence d'autres personnes? Ah, la personne a déjà mangé, ou tu sais, on essaie d'éviter les repas. Est-ce que la personne va souvent à la salle de bain, par exemple, après les repas? Est-ce qu'il y a une grande perte de poids? C'est une perte de poids qui est rapide. C'est rare que c'est associé, c'est soit associé à une maladie physique qui ne va pas bien, un trouble, il y a quelque chose qui se passe. Quand à l'adolescence, c'est rarement quelque chose qui est souhaité, là, une grande perte de poids rapide à l'adolescence. On est en prise de poids normalement. Fait que oui, c'est tous des signes là, qui peuvent nous démontrer que la personne a peut-être un trouble alimentaire. Là. Puis est-ce que de quelle manière, par exemple, si on constate que c'est le cas chez un proche, on peut amener tranquillement la réflexion sans que la personne se ferme encore plus? Je vous dirais, question très intéressante, là, quand on parle de l'approche plus par les proches, c'est important de savoir que quand on parle du trouble alimentaire directement, des comportements, par exemple, de ce que la personne a mangé pendant la journée, des comportements compensatoires, de son image corporelle, c'est des choses qui vont venir, en guillemets, là, réveiller le trouble alimentaire. Donc, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui habitait dans la tête à notre proche, fait que le trouble alimentaire est là. Et quand on parle des sujets desquels il est obsédé, donc l'alimentation, l'image corporelle, on vient réveiller le trouble alimentaire et nous, on se confronte au trouble alimentaire. Donc, le trouble alimentaire, il est pas toujours, il veut pas toujours s'ouvrir à nous, il se fait menacer quand on aborde des comportements. Ou alors, la personne peut avoir de la honte aussi. Là, donc, on va essayer d'esquiver les discussions où c'est rarement bénéfique d'y aller directement comme ça quand on est une personne proche et qu'on veut maintenir notre lien positif avec notre enfant, par exemple. Donc, on va conseiller plus d'aller vers qu'est-ce que la personne vit. Je sens que tu vas moins bien ces temps-ci. Qu'est-ce qui se passe? On parle souvent d'un trouble alimentaire comme un iceberg. La partie qui sort de l'eau, qui est dérangeante, qu'on voit, ça, c'est les comportements du trouble alimentaire en lien avec l'image corporelle et l'alimentation. Mais la partie qui génère le trouble alimentaire, c'est un trouble qui est multifactoriel. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent ensemble et qui font que la personne va développer un trouble alimentaire. Je pense ici à la relation avec les émotions, les événements de vie traumatisants, les besoins non répondus, l'affirmation de soi, la relation avec son corps, l'estime de soi. Donc, plus comment ça va ces temps-ci? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à l'école, ça va moins bien? Est-ce que la personne vit un stress et c'est ça qui augmente ses comportements du trouble alimentaire? C'est plus vers ça qu'on peut peut-être ouvrir une discussion avec la personne et lui faire réaliser que finalement, ça va peut-être pas super bien, là. Parce que je lisais dans la recherche que certains troubles alimentaires sont même dans le DSM, je pense le répertoire des maladies mentales. Oui. À l'heure où on se parle, là, on parle de l'anorexie, de la boulimie et de l'accès hyperphagique là, qui sont présents dans le DSM. Par contre, on a aussi une section dans le DSM qui est troubles alimentaires non spécifiques, dans lesquels on va inclure, par exemple, la bigorexie dont on a parlé ou l'orthorexie dont on a parlé. Mais quand on parle des troubles alimentaires qui sont qu'on peut diagnostiquer directement, c'est vraiment les trois que je vous ai nommés. Mais, par exemple, ici, à la Maison L'Éclaircie, on ne va pas travailler avec un diagnostic. Donc, il y a des gens qui ont des diagnostics, mais des gens qui sont peut-être dans une préoccupation accrue et qu'on va pouvoir aussi là, travailler avec ces personnes-là au même titre qu'avec les personnes qui ont un diagnostic. Marie-Lie, je ne peux pas m'empêcher de penser peut-être qu'il y a des auditeurs qui auront cette réflexion-là. Il y a une série Stat qui est très suivie à Radio-Canada où il y a un personnage, Delphine, là, qui fait justement de l'anorexie, je crois. Et cette semaine, il y a un personnage là, qui est interprété par Marilyn Jonca qui ingère du métal. Est-ce qu'on parle à ce moment-là de comportement alimentaire ou on est complètement ailleurs? Quand on parle de trouble alimentaire, là, il y a un trouble alimentaire qui va être basé sur l'image corporelle. Tantôt, je vous parlais d'obsession pour l'image corporelle, ce qui serait le cas dans le cas de Delphine, par exemple, qui serait, moi, je pense plus peut-être en boulimie, là. Mais oui, et quand on parle de plus Marilyn Jonca avec le pica, bien ça va être plus une forme d'anxiété ou de TOC parfois, fait que
ça découle d'un comportement alimentaire, mais la source du trouble ou de la problématique va être différente. Et il existe des ressources, mais plus, je vous dirais, au niveau dans le CIUS, par exemple, nous, dans la région de Québec, ça va être plus le PITCA qui va agir, oui, avec anorexie, boulimie, mais va aussi pouvoir traiter les personnes, exemple, qui vont vivre du PICA. Donc, si je comprends bien, chez certaines personnes, leurs émotions vont faire en sorte qu'elles vont se diriger vers des comportements, des troubles alimentaires, alors que d'autres, est-ce que ça se peut, je ne veux pas faire de raccourci de pensée, mais d'autres, ça va être l'alcoolisme ou les drogues ou d'autres types de comportements de dépendance. Qu'est-ce qui fait que c'est un trouble alimentaire qui va se présenter pour l'enjeu d'émotion? Oui, c'est bien dit, là. En fait, on a tous des mécanismes différents pour gérer l'anxiété, nos émotions, ce qui va se passer. Donc oui, ça peut être... il y a beaucoup de personnes aussi qui vont être dans des troubles concomitants, qu'on appelle, hein, donc vont souffrir, par exemple, d'alcoolisme et de boulimie en même temps. Des fois, c'est la boulimie qui est au premier plan, des fois, ça va être plus l'alcoolisme. Là, j'imagine aussi quand on rajoute le fait que l'alcool est très calorifique, ça doit empirer la situation. Oui, souvent, on va les retrouver plus dans des périodes d'excès. Hein. C'est un excès alimentaire où est-ce qu'on va ingérer beaucoup plus que nos besoins. Ça peut être accompagné d'alcool ou il peut y avoir d'autres drogues, par exemple, qui vont être plus associées à la perte de poids. Donc, pour les personnes qui vont être plus en anorexie, par exemple. Fait que ça se peut que le choix d'abus de substances soit teinté aussi par le trouble alimentaire, là, effectivement. Mais justement, on parlait de stats, il y avait un autre personnage comme ça qui prenait des médicaments. Non, c'est dans une autre télésérie, mais qui prend des médicaments qui favorisent la perte de poids, qui a commandé ça en ligne et finalement, ça lui crée d'autres enjeux de santé. C'est pas simple, tout ça. Oui, c'est quand même un fléau, là. Encore une fois, à notre époque, on peut acheter pas mal tout en ligne et beaucoup de produits aussi qui ne sont pas certifiés ou vérifiés par Santé Canada. Donc oui, quand on parle d'obsession, c'est vraiment justement de la santé, ça ne devient plus notre intérêt numéro un, c'est plutôt l'apparence physique. Quand on parle des troubles alimentaires et les réseaux sociaux, on a plein d'informations, le fun, pertinent. Justement, Marie-Lie, on va inciter les gens à aller sur votre site Internet de la maison L'Éclaircie là, pour avoir du soutien. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée. À vous de même. Au revoir. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Chantal Doré, donc, au micro des Héros Anonymes pour ce deuxième bloc en lien avec la nutrition que l'on souligne au mois de mars. Donc, on a beaucoup parlé d'accès à la nourriture, mais pour cette émission, on voulait parler de la relation avec la nourriture. Et dans notre première partie avec la maison L'Éclaircie, on a parlé des troubles alimentaires, mais on voyait là, vers la fin de l'entrevue, on arrivait tout doucement vers l'image. Et on a eu envie là, de parler de la relation avec notre image. Donc, si on est capable de travailler à la source, en prévention au niveau de l'image, peut-être qu'on réussira à éviter certains troubles alimentaires. C'est ce qu'on voudra découvrir avec notre invitée, Julie Wittig-Chagnon d'Arimage. Bonjour, Julie. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, vous. Quel site Internet ludique vous avez? Oui, on mise beaucoup. On est une petite équipe de travail, donc on a misé sur mettre toute l'information nécessaire en ligne pour que les gens puissent y accéder facilement. Je comprends un peu avec le ton qu'on s'adresse peut-être principalement à des adolescents ou des jeunes adultes. Mais je vous dirais même pas. On s'adresse vraiment à monsieur, madame, tout le monde. Ça concerne tout le monde, l'image corporelle. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est surtout donner un côté bienveillant, lumineux, y aller dans la prévention. Donc, c'est pour ça qu'on y était avec un peu plus l'humour que des fois aller dans le vif du sujet avec la lourdeur de la problématique. C'est ça, je lisais que vous vous adressez finalement à tout propriétaire d'un corps.
Voilà, c'est ce qu'on dit. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans le dossier de recherche où vous avez parlé un peu du mouvement de neutralité corporelle. Et c'est la première fois que j'entendais parler de ça parce qu'on parle souvent de l'image reliée à la beauté. Et là, l'aspect fonctionnel, je trouvais ça intéressant comment vous l'amenez. Donc, qu'est-ce que la neutralité corporelle? Ben, c'est comme un nouveau mouvement parce qu'avant, c'était beaucoup le body positivisme. Donc, tout le monde est beau, tout le monde est belle, tout le monde doit s'aimer, tout le monde doit accepter peu importe son sa corps. forme, mais bon, oui, c'est ça. Puis c'est pas évident, c'est pas tout le monde. Tu sais, il y a des gens, beaucoup qui ben moi, je l'aime pas, mon corps. OK, mais maintenant, on est capable de le respecter malgré tout? Et donc, ce mouvement-là, ce qui vise, c'est de miser sur les fonctions du corps plutôt que seulement son apparence. Bon, ben mon corps, il me permet de marcher, de travailler, de faire des choses que j'aime, de prendre mon enfant dans ses bras. Fait que c'est de miser vraiment sur les fonctions puis tout ce qui nous permet de faire au quotidien. Puis nous, on en a fait un peu, on développe des petites campagnes de sensibilisation, des fois pour passer des messages clés, dont il y en a un, c'est ton corps est ton outil. Et c'est l'objectif de la campagne. Okay. Quel lien on fait à ce moment-là avec un autre terme dont on a beaucoup parlé ces dernières années, la notion de poids santé? Oui, nous, à l'image, on parle beaucoup de poids naturel plutôt que de poids santé. Donc, de miser sur la différence, c'est que le poids santé, c'est vraiment en fonction d'un IMC, donc c'est quelque chose qui est très médical. Le poids naturel, c'est le poids vers lequel mon corps va tendre. Si je le nourris comme il faut, j'écoute ses envies, je le mets en mouvement selon aussi ses besoins et ses envies. Donc, si je réussis à connecter avec mon corps, ben il va aller vers un poids naturel. Puis c'est pas le poids désiré, hein, puis c'est pas le poids souhaité nécessairement. Ça se peut qu'il soit plus élevé, ça se peut qu'il soit plus bas. On n'a comme pas le contrôle là-dessus. Souvent, l'image qui est donnée, là, c'est la bouée. Si je mets une bouée sur l'eau, là, puis j'essaie de la faire descendre dans l'eau, là, donc je veux perdre du poids, ben, elle va remonter, tu sais, elle va revenir chercher son équilibre sur l'eau. Même chose si je la lance dans les airs puis je prends beaucoup de poids, mais le corps va revenir toujours à ce niveau-là. Donc, c'est d'accepter qu'on a un poids pour lequel on est programmé. Et si on a des saines habitudes de vie, et là encore dans saines habitudes de vie, il ne faut pas rentrer dans les pièges de bouger plus, manger mieux, mais plutôt d'être à l'écoute de son corps et de le mettre en mouvement puis de garder le plaisir là-dedans, ben on va y aller naturellement vers ce poids-là. Et comment on sait le poids pour lequel on est programmé? Ben c'est comme je vous dis, c'est le poids qu'on a eu souvent le plus longtemps dans notre vie quand on met pas de mesures de contrôle en place. Donc, si je fais pas des régimes, le problème, c'est que si je suis plusieurs régimes restrictifs ou que je mets mon corps dans des situations où est-ce qu'il est pas bien, ben là, ce poids-là, il peut finir par augmenter ou changer parce que le corps, lui, il tombe en mode survie, là. Dans le contexte de gens, justement, bon, qu'on va dire, là, je vais dire le mot personne grosse parce qu'on va parler de grossophobie versus en bon point obésité. Je disais aussi là que c'est important de bien nommer les choses. Oui, c'est pas toujours tout le monde qui est à l'aise avec ça, mais nous, on l'explique, on le revendique, le mot, on parle de personne grosse et non de grosses, donc on y va avec la personne. Et tu sais, il y a rien, c'est l'interprétation qu'on en fait de ce mot-là, en fait, qui fait que les gens trouvent que c'est un mot péjoratif parce que on veut tous avoir une grosse maison, un gros char. C'est toujours bien vu, c'est l'exemple qu'on donne souvent, mais quand on parle d'une personne grosse, tous les tabous embarquent et on est mal à l'aise face à ça. C'est vrai, c'est excellent, c'est parce qu'effectivement, c'est le même adjectif, mais c'est qu'on y associe quelque chose de négatif, alors qu'effectivement, dans d'autres cas, c'est pas la même situation. Je la retiens, celle-là, je trouve ça intéressant. Donc, à ce moment-là, quand on parle de grossophobie, pourquoi le mot phobie? C'est vraiment la stigmatisation des personnes grosses. Puis, tu sais, il y a tellement de types de grossophobie, là, je suis même pas une experte sur le sujet, tellement c'est vaste. Parce que la grossophobie, on intègre des propos grossophobes dès notre enfance, justement, avec les messages des fois de santé, qu'on associe la minceur à la santé et la grosseur à un manque de volonté, plein de caractéristiques qui sont peut-être négatives. Et la grossophobie, ben c'est aussi envers soi-même. C'est le commentaire qu'on fait sur notre propre corps, se trouver grosse, les mots des fois qu'on utilise pour parler de notre corps. Fait que c'est présent partout, tout le temps. C'est juste d'en être conscient puis de peut-être être plus sensibilisé à ça
de se rendre compte des fois, oh, j'ai eu un propos grossophobe. Donc, juste lever des petits red flags quand ça arrive. Mais quand on dit phobie, on veut dire peur. Si je comprends bien. Peur, oui. Mais c'est la peur de quoi? La peur de devenir gros? La peur des gros? On parle de quoi au juste? La peur de devenir gros, entre autres, et c'est tout ce qui est associé à la grosseur. Donc, c'est vraiment comme la perception négative de tout ce qui est associé à la grosseur. OK. J'ai eu une expérience de diriger un magazine sur le poids santé. Bon, c'est l'expression qu'on utilisait à l'époque. Oui. Puis ça m'a assez fascinée de voir que j'avais recommandé sur la page couverture d'avoir une belle fille qui est en forme, justement, qui aurait eu son poids naturel. Et on m'a suggéré plutôt un mannequin qui, à mon avis, était en sous-poids. Et ça m'avait un peu... Ça m'avait un peu dérangé de dire, pendant 52 pages, on parle de poids santé. Et là, l'image à laquelle on réfère, c'est quelqu'un qui n'a pas un poids santé. Donc, comment ça se fait qu'on peut être parfois aussi incohérent dans nos messages? Ben, on est conditionné à ça, comme je vous dis, minceur égale santé. Il faut pas oublier qu'il y a une grosse industrie aussi qui profite du fait que les gens soient insatisfaits de leur corps. Tu sais, la culture des régimes, c'est présent partout, tout le temps, depuis qu'on est jeune. Donc, c'est de se défaire de tout ça. C'est quelque chose qui est pas évident. Là, on en voit de plus en plus de diversité corporelle, mais avant, c'était complètement absent. Là, c'était toujours une jeune femme blanche, blonde, dans les stéréotypes corporels. C'était toujours les mêmes corps qui étaient représentés. Donc, maintenant, c'est de présenter des corps différents, mais plutôt de présenter, pour parler de santé, c'est de présenter le corps dans des situations d'habitudes de vie qui sont bénéfiques. Tu sais, une personne qui est en famille en train de manger, une personne qui est en train de pratiquer une activité physique qu'elle apprécie, ben c'est des façons de démontrer la santé autrement que par un poids ou un corps standard, là. Je vois un petit peu dans les sites de commerce en ligne, entre autres, le recours à des mannequins, justement, qui ont une diversité corporelle. Qu'est-ce qui fait là, que certains détaillants, certains fabricants vont emboîter le pas en ce sens-là, puis d'autres qui restent vraiment fixés à des mannequins d'une taille, je dirais, propice à cette industrie-là? Ben, je crois que tout le monde gagnerait à présenter plus de diversité parce que c'est seulement 3% de la population qui correspond au modèle de beauté. Donc, ton client type ne correspond pas au modèle que tu vends. Donc, je crois que des fois, c'est peut-être vendre un rêve, mais ceux qui emboîtent le pas justement avec la diversité corporelle, bien souvent, c'est souligner ces belles initiatives-là, puis les gens qui ont des poids corporels différents, ben vont être encouragés à aller plus vers ce marchand-là que ceux qui leur proposent des tailles qui correspondent pas à leur réalité. Bien, c'est surtout aussi qu'on a une idée de comment le vêtement tombe selon notre corps, parce que parfois, on va l'acheter en ligne sur un mannequin qui fait de taille 2, 4, et le vêtement ne tombera pas du tout de la même façon. Donc, au moins, là, on a une idée de comment le vêtement risque de nous faire. Oui, il y a encore beaucoup d'améliorations, là, je vous dirais, à faire à ce niveau-là. Quand on pense au prix des vêtements aussi, les prix des vêtements des personnes taille plus, c'est vraiment pas le même budget qu'ils doivent consacrer. Là, quelqu'un qui peut s'habiller dans un magasin standard, ben là, c'est plus facile de courir les soldes, mais sinon, c'est comme des grandeurs limitées, il y a peu de modèles, donc c'est vraiment compliqué. C'est un commentaire qui revient souvent des personnes, des fois des personnes grosses, la difficulté à s'habiller. Je vous propose qu'on fasse une courte pause et je voudrais peut-être investiguer davantage là, sur le guide de rédaction et de visuel que vous avez créé parce que je sens que vous êtes un organisme là, qui justement peut jouer un beau rôle de sensibilisation auprès des détaillants, auprès des commerçants dans leur représentativité du corps. Parfait. On revient. De retour pour notre dernier bloc des héros anonymes. Nous sommes avec Julie Witty-Chagnon d'Arrimage. Donc, j'allais dire Arrimage Estrie, mais vous êtes basé en Estrie. Mais je comprends qu'il y a eu tellement de services de conférences en ligne que finalement, le Estrie n'est pas toujours nommé.
Bien, on l'a enlevé, en fait, Oui, hein? pour une planification stratégique parce que, justement, la pandémie, elle a quand même apporté ça. On a modifié nos façons de faire. Maintenant, nos groupes, nos activités, les visioconférences, il y a tellement de services qui sont offerts en ligne gratuitement ou à moindre coût que quand on gardait Esprit, ben, les gens pensaient que c'était réservé seulement à la région alors que tout le monde peut y participer. Donc, ce que j'entends, parce que souvent, nos héros anonymes nous disent qu'ils ont vraiment eu maille à partir avec la pandémie. Dans votre cas, ça vous a un petit peu donné des ailes pour pouvoir faire de la prévention plus largement. Oui, ça a changé nos façons de faire, mais ça a amené quand même des belles réussites. Okay. Je disais tout juste avant la pause que vous avez créé un guide de rédaction et de visuel. Ça a piqué ma curiosité. De quoi on parle? Oui, on a fait ça pour les gens parce que nous, on est une petite équipe de travail, comme je vous disais, mais on engage beaucoup de collaborateurs, collaboratrices, nutritionnistes, kinésiologues, des personnes qui font du visuel pour nous. Et là, c'était de toujours expliquer, on veut pas ci, on veut ça, utilise pas tel mot. Donc, on a fait vraiment un guide où est-ce qu'on parle, entre autres, de la rédaction épicène, les listes de termes courants, c'est quoi utiliser, quoi éviter, comme on parlait, mettons, personne grosse plutôt qu'obésité, en bon point, surpoids. On explique tout ça là-dedans. Le poids santé, le poids naturel et aussi pour le visuel parce qu'on a tendance, on s'en rend pas compte, mais souvent, c'est toujours les images clichés qui reviennent, troubles alimentaires. On voit quelqu'un d'emprisonné, très mince, jeune fille. Donc, on perpétue un peu les clichés, tu sais. Fait qu'on essaie d'y aller plus avec des symboles ou des images qui vont marquer l'esprit des gens, mais sans représenter nécessairement des corps ou de perpétuer des clichés. C'est un peu pour ça qu'à l'image, nous d'ailleurs, notre visuel, là, si vous allez sur notre site web, c'est beaucoup notre campagne, c'est notre slogan, c'est cultive ta différence. C'est des carottes aussi qui sont toutes diversifiées, différentes couleurs, différentes formes, parce qu'on n'arrivera jamais à représenter tous les corps. Donc, en parlant de diversité corporelle, on y va souvent avec des symboliques. Oui, puis vous avez nommé le mot épicène dans la rédaction inclusive. Est-ce que, en principe, quand on parle d'écriture épicène, c'est vraiment en termes de masculin, féminin surtout, ou c'est plus large que ça? Ben nous, on essaye d'y aller avec des termes neutres. C'est pas facile, hein? C'est changer notre vocabulaire. Donc, les spécialistes plutôt que la professionnelle. Donc, on y va avec des thèmes plus larges. Justement, tant qu'à être dans le côté épicène, de quelle manière les notions d'image peuvent être différentes pour les personnes non-binaires ou transgenres? De quelle manière ça peut les impacter? Ben souvent, justement, il va y avoir un changement au niveau de l'image corporelle. Donc, c'est des gens qui vont peut-être rencontrer. Mais tu sais, ça l'impacte autant que dans toutes les autres catégories de la population. C'est des enjeux qui sont différents, mais c'est certain que de pas se reconnaître dans un certain corps ou de devoir être confronté à des stéréotypes sexuels, ça peut faire naître des enjeux. Donc, c'est toutes des problématiques ou des enjeux qu'on va traiter à travers nos activités. Et habituellement, les gens qui participent à vos activités, on dit tout propriétaire d'un corps, mais en général, est-ce que vous sentez qu'il y a une certaine tendance vers un groupe d'âge particulier? Pas nécessairement, je vous dirais, ça dépend vraiment des activités parce que quand on fait une visioconférence en ligne, je donne un exemple, on va en avoir une avec Marie-Michel Ricard sur l'image corporelle des enfants. Là, il va y avoir des professionnels, beaucoup, des gens qui vont travailler avec les jeunes, qui vont venir chercher de l'information, poser leurs questions. Pour ce qui est de nos groupes, on a toutes sortes de groupes. Ça va être varié dépendant des thématiques, dépendant des moments que c'est offert dans la journée. Quand on va dans les écoles faire des kiosques de sensibilisation, là, ça va être les jeunes. Donc, les services s'adressent à tout le monde, mais c'est certain qu'on retrouve certaines catégories d'âge plus dans certains services que d'autres. C'est certain aussi qu'on a une grande majorité de personnes qui participent à nos activités sont des femmes parce que c'est peut-être moins tabou d'aborder l'image corporelle pour les femmes que pour les hommes. Donc, c'est quand même un petit défi, des fois, d'aller chercher les hommes à travers nos activités. Pourtant, on sent quand même là, qu'il y a une ouverture de plus en plus et malheureusement de l'anxiété qui n'était pas nécessairement là chez les hommes ou peut-être qui ne s'exprimait pas. Par exemple, un homme qui va commencer à perdre ses cheveux ou qui prend du poids peut avoir des enjeux par rapport à son image corporelle.
Clairement, on a fait une série de capsules de vidéos justement sur l'image corporelle des hommes. Il y a un documentaire très intéressant qui vient de sortir sur la culture du sport, de l'entraînement excessif, Adonis, qui vient de sortir, qui est gratuit sur Télé-Québec. Donc oui, les hommes vivent autant d'enjeux que les femmes. C'est juste que c'est peut-être un sujet qui est un petit peu plus tabou en raison, entre autres, des stéréotypes qui peuvent être associés. C'est plus valorisé ou c'est plus accepté par la société qu'une femme aille chercher du soutien en lien avec un problème d'image corporelle. Donc, des fois, c'est plus difficile pour un homme d'aller consulter pour cette raison-là, mais de plus en plus, puis on en voit de plus en plus dans nos services, puis on est vraiment content de ça. J'ai longtemps animé une émission qui s'appelle Au fil du temps. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on touche également au niveau de l'image corporelle au vieillissement? On touche à tout, mais c'est pour ça qu'à l'image, on a décidé de rester très central dans notre mission. Donc, c'est promotion de la diversité corporelle et on n'offre aucun service spécifique à des problématiques parce que c'est tellement vaste. On pense à le corps de la femme pendant qu'elle vit une grossesse, avant, pendant, après, le vieillissement. Il y a tellement de catégories, justement, comme vous parliez, les personnes non-binaires, les personnes trans. C'est tellement vaste qu'on a fait vraiment, nous, on va se concentrer sur le message central, le message clé, et ensuite, on va diriger les gens vers des ressources plus spécialisées. Par exemple, si je prends, mettons, le cas du vieillissement, j'ai eu une conversation la semaine dernière avec quelqu'un qui disait, cette femme-là ne se teint pas les cheveux, c'est dommage, ça la vieillit tellement. Et là, j'étais un petit peu en réaction et je me disais, on est encore évidemment dans ce combat-là où pour un homme, c'est de la sagesse, c'est sexy, les tempes grises. Et tout à coup, pour une femme, c'est comme un aveu de « oui, je vieillis, je vous le montre ». Oui, ça fait partie des standards, l'éternelle jeunesse, c'est pas évident. Puis un autre point important au cœur de notre mission, je vous dirais, qui regroupe tout ça aussi. Nous, on essaie de prôner d'éviter tous les commentaires concernant l'apparence physique, la sienne et celle des autres. Donc, ça règle beaucoup de problèmes. Mais c'est pas un peu difficile parfois quand on va référer à quelqu'un, les gens vont avoir tendance à décrire la personne physiquement pour qu'on la reconnaisse? Quand c'est décrit, que c'est une description avec des faits, c'est une chose, mais ce qu'on veut dire par les commentaires, c'est « Ah, mon Dieu, t'es belle, t'as perdu du poids » ou « Ah, t'as perdu du poids, t'es-tu malade ?» Tu sais, de faire des commentaires sur l'apparence ou même envers soi-même. Là, j'ai pris tant de livres pendant le temps des fêtes, je suis pas bien. Puis au-delà du poids, au-delà de avec son apparence aussi, parce qu'on n'a pas idée des impacts que ça peut créer dans notre entourage. Je vais aller plus spécifiquement justement sur vos services. Donc, on parle de conférences en ligne, mais aussi de l'approche du fonctionnement par groupe. Oui. C'est important pour vous là, que ça se fasse en groupe? Oui, on fait aucun service de rencontre individuelle, c'est seulement des groupes, donc c'est des approches qui sont différentes, tout le monde peut y trouver son compte. On a des groupes qui sont en ligne, on a des groupes qui sont en présentiel. Je peux vous nommer quelques groupes. On a un groupe d'alimentation intuitive qui, lui, a lieu en ligne, donc c'est des rencontres avec une nutritionniste, c'est des petits groupes de 8 personnes. Ça permet d'avoir un espace sécuritaire, de favoriser les partages. Et là, les gens vont explorer les 10 principes de l'approche anti-régime pendant ces rencontres-là. Ensuite, on a des groupes d'art-thérapie. Eux sont offerts soit en présentiel ou en ligne. Aussi, on en a développé un nouveau en ligne. Et là, il y a des thématiques différentes. Donc, l'acceptation de soi, l'acceptation du corps, les émotions et l'alimentation. Encore une fois, des petits groupes de 8 personnes avec une art-thérapeute. Fait que ça peut être un service. L'art-thérapie, je vous dirais, là, c'est comme un de nos gros services. Ah oui. Surtout qu'en tant qu'organisme communautaire, on offre nos services à moindre coût. Donc, 12 rencontres de 3 heures avec l'art-thérapeute en présentiel pour 50 $. Il y a beaucoup de personnes qui veulent en bénéficier. Donc, nos groupes sont habituellement assez complets. Et c'est le fait de parler de nos émotions en utilisant l'art pour pouvoir s'exprimer sur la notion d'image corporelle? Oui, à chaque rencontre, il y a une thématique différente qui est abordée en lien avec le thème du groupe. Puis les gens vont faire une création, ensuite vont partager leur création et les autres vont pouvoir commenter ce que la création fait vivre. En fait, c'est comme un groupe de soutien avec le médium de l'art. Et ce que ça permet, c'est beaucoup dans les gens qui sont beaucoup dans leur tête ou dans le contrôle. Des fois, ils ont d'arriver puis de mettre ça sur papier. Même eux, ils ont des révélations de choses qu'ils n'avaient pas pensé qui pouvaient être un enjeu dans leur tête.
OK, donc ça vient servir un petit peu de débloquant quand les pensées peuvent être envahissantes. Voilà, ça peut dénouer beaucoup de choses. C'est assez puissant comme démarche. Puis le fait que ce soit un groupe en continu, ça permet d'aller plus loin, là. Vous avez parlé d'alimentation intuitive. Je trouve ça intéressant parce que nous, on a un groupe de discussion familial sur Messenger et mon père parle souvent de ça dernièrement. Sa femme est très, très férue de nutrition saine. Et donc, on parle de quoi quand on parle d'alimentation intuitive? Il y a 10 principes. Je ne suis pas l'experte. Nous avons une nutritionniste pour ça. Mm-hmm. Mais en gros, c'est vraiment la bienveillance envers soi, envers son corps, envers son alimentation. Et c'est de reconnecter un peu, comme je vous expliquais tantôt, l'écoute des signaux de faim et de satiété, l'écoute de ses envies, puis de rétablir une relation saine avec la nourriture. Fait que c'est ça l'objectif. Et comment qu'on y arrive? On prend conscience de plein de choses comme les impacts des cultures, des diètes. Mm-hmm. Toutes ces choses-là sont vues à travers le groupe pour permettre aux personnes d'avoir une meilleure relation avec la nourriture. Pensez-vous qu'on comprend de plus en plus? Parce qu'en même temps, avant, on parlait de diète, de régime, mais là, on dirait que ce sont des programmes nutritionnels qui deviennent compliqués, cétogènes. C'est rendu maintenant, on n'appelle pas ça nécessairement des programmes d'amaigrissement, mais ça devient quasiment des dictats des religions sur des programmes de saine nutrition. J'ai comme l'impression que ça peut créer encore là une certaine forme d'anxiété. Clairement, là, c'est sûr que c'est toujours des nouveaux régimes, ou appelons-le comme qu'on veut, le mode de vie, mais le but reste un peu toujours le même derrière tout ça. Donc, c'est des règles alimentaires qui sont imposées dans le but X ou Y. Donc, ça reste un petit peu la même chose. Ça change, ça suit les modes. Fait que c'est de vraiment retrouver qu'est-ce que moi, mon corps, il veut. Puis nous, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on encourage, la culture des diètes. Donc, voilà pourquoi qu'on propose l'alimentation intuitive. Bravo. Je vois un autre atelier qui est intéressant, la photo exploratoire. Oui, on essaie de développer plein d'approches parce que c'est pas tout le monde qui vont répondre de la même façon aux mêmes approches. Donc, photographie exploratoire, c'est un petit groupe de 8 personnes où est-ce qu'on apprend à reconnecter avec son image. Des fois, c'est pas évident. Reconnecter avec son image et apprendre à se connaître à travers le médium de la photo. Donc, c'est des Polaroids, il y a des exercices comme, on va dehors, on va prendre une photo de quelque chose qui nous représente. Ensuite, on présente ça au groupe. C'est vraiment un contact à soi, un moment qu'on s'accorde pour reconnecter avec son image corporelle. C'est un groupe qui est très apprécié aussi. C'est un service qu'on essaie de faire découvrir de plus en plus, là, mais c'est un groupe qui est assez populaire. Oui, j'imagine. Je trouve que c'est une belle façon d'aborder ces sujets-là. Est-ce que vous discutez du danger des filtres sur les réseaux sociaux dans cet atelier-là? À travers cet atelier-là, c'est plus comme la connaissance de soi et quelque chose de plus dans la bienveillance. Mais les impacts des réseaux sociaux, ça fait partie des conférences qu'on est en train de développer. En ce moment, on a des ateliers qu'on transforme en conférences et c'est clair que l'impact des réseaux sociaux est présent là-dedans et c'est aussi un sujet qu'on veut développer du nouveau contenu vidéo, des outils pour soutenir les intervenants, les parents sur comment encadrer ça puis comment arriver à diminuer les impacts. Je dis les parents, les intervenants, mais c'est soi-même également parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux et on en subit tous les conséquences, parfois positives, parfois négatives. C'est de propager une image qui n'est pas réelle. Quand je vois sur Instagram autant de jeunes filles qui utilisent des filtres pour se transformer, mais j'ai comme l'impression qu'ils contribuent un peu à empirer le syndrome parce qu'on se projette dans quelque chose qui est complètement irréel. Là, on est au niveau technologique, c'est quelque chose qui n'est pas réel. C'est pas seulement quelques modèles qui portent du 2 ou du 4 ans. C'est vraiment les filtres changent vraiment les traits. C'est ça la différence avec avant. On dénonçait un peu plus le modèle de beauté unique, mais maintenant, on est tous des modèles pour quelqu'un d'autre. Donc, on s'expose énormément sur les réseaux sociaux. Puis, il y a une étude d'ailleurs qui disait qu'on prend en moyenne, c'est 14 selfies avant d'en publier un. Imaginez si on fait tous. Notre image est déjà filtrée avant de mettre un filtre. Donc, c'est sûr que ça a une influence sur les gens qui vont consommer du contenu sur les réseaux sociaux et qui vont toujours voir la meilleure version des personnes qui suivent, là. Alors qu'on est habitué avant aux films qu'on développait, puis bon, c'était pas toujours heureux ce qui restait, mais c'était la vraie vie.
Voilà. Julie, quel est le nom du site Internet pour avoir accès à tous ces contenus inspirants? Arrimagestrie.com. On est aussi sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur YouTube, plein de contenus à suivre. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Julie Witty-Chagnon d'Arrimage. Nous avons également reçu... Excusez-moi. Merci, à très bientôt. Merci, bonjour. Nous avons également reçu en première partie Marie-Lie Doré de la maison L'Éclaircie. Merci à notre dynamique équipe, Catherine Bourderon à la recherche, Pearson en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et au micro, Chantal Doré. J'espère que vous avez apprécié cet épisode des Héros Anonymes. Vous savez que nous sommes sur les réseaux sociaux également. Nous sommes sur les plateformes de balado-diffusion, également à CKVL. Donc, ce sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et tiens, en ce mois de la nutrition, je vous propose de goûter à quelque chose de bon. Et je ne parle pas de la nourriture ici, quelque chose de bon, une belle expérience avec vous et vos proches. À la semaine prochaine!